Donc, les acronymes vont être là pour vous référer à la présentation, évidemment, parce que souvent, on entend ça dans le jargon, mais on ne va pas te les présenter. On va parler un petit peu de l'évolution de la première ligne au Québec. Donc, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ce ne sait pas, qu'est-ce que ce n'est pas, qu'est-ce que fait le directeur médical des services professionnels, les éléments législatifs, surtout récents, dont vous avez entendu parler. On va présenter aussi le type de pratique des médecins de famille en première ligne, parce que les médecins de famille font beaucoup d'autres choses. Dr Boutet va vous présenter davantage l'entente avec le Conseil du Trésor et les fédérations des médecins omnipraticiens du Québec, l'organisation de la pratique, un nouveau modèle aussi avec l'intelligence artificielle Navigue. Mme Gaulin va vous présenter les soins infirmiers au niveau du CIS et particulièrement en première ligne, et Mme Gauthier, les autres professionnels qui contribuent activement à l'offre de services en première ligne. Je pense que quand le son marche, la télécommande ne marche pas. C'est un ou l'autre. C'est artificiel, ça. Ouais. Oui. Ouais, ça ne marche plus. Vous avez le choix entre le son et la télécommande. Oui, ça marche plus. Ça marche plus. Bon. Ben, c'est ça. Moi, juste pour pas que je fasse de grave. Qu'est-ce que tu fais? La télécommande, désactiver le micro. Hein? J'avais raison. Quand même, hein? C'est un ou l'autre. Mais sinon, dis-moi, je rappelle le clavier. Ouais, ça va avec les flèches là. Oui, parce que tantôt, quand j'ai fait ça, ça a comme sorti de l'écran. Je ne sais pas trop. Oui, il est comme ça. J'ai du micro. M'entends-tu? Terrasse, m'entends-tu? M'entends? Elle a mis son appareil. M'entends pas? Oui, son ordi. Ça sera pas là. On s'excuse. Ah oui, ça fonctionne. Ouais, ok. C'est correct? Fait que je vais avec les flèches. Plus avec les flèches. Bon, Parfait. ouais. Donc, ce sont les 10 acronymes que vous allez rencontrer parfois dans le document, mais parfois aussi dans les journaux. Dans ce cas, les gens, vous les entendez, donc vous les aurez pour la suite des choses. La première ligne médicale au Québec, ce n'est pas nécessairement ce qu'on voit dans Stats, ce n'est pas nécessairement ce qu'on a vu pour les plus vieux dans Dr. Welby. Le médecin qui fait tout, ce n'est pas nécessairement la première ligne, même si c'est un généraliste ou omnipraticien ou praticien de première ligne ou médecin de famille ou médecin spécialiste en médecine de famille. Faut savoir qu'il y a moins de 100 ans, il n'y avait aucun médecin qui était autre chose que médecin ou chirurgien au Québec. C'est à partir de 1950 que les médecins et chirurgiens ont commencé à avoir des spécialités reconnues. Donc, il y avait des arracheurs d'amygdales, il y avait des poseurs de drain dans le poumon. Et selon leur expérience, les médecins pouvaient faire reconnaître leurs compétences pour avoir des spécialités. Puis, il y avait environ une dizaine de spécialités médicales jusque dans les années 80. En 1965, donc 15 ans après la reconnaissance des spécialités, il y avait déjà plus de spécialistes que de médecins de famille au Québec. Fait, quand on dit qu'il y a peut-être un problème dans l'équilibre entre les médecins de famille et les médecins spécialistes, ben, la racine du mal est assez profonde. Les deux fédérations sont nées dans les années 60, donc avant l'adoption de la loi sur l'assurance maladie et la gratuité des soins médicaux hospitaliers. Et ce n'est qu'avec l'adoption de cette loi-là qu'il y a eu création des CLSC, qui reviennent tout à fait à la mode en 2026 comme étant le point d'ancrage communautaire. Vous vous rappelez, plusieurs n'étaient pas nés, mais le débat, est-ce que les CLSC sont des services communautaires sans médecins? Est-ce que les CLSC intègrent 100% des médecins de famille? Évidemment, la part a été coupée en deux et tranquillement, pas vite, les médecins se sont installés dans des CLSC, se sont installés dans des établissements hospitaliers. Avant, on avait notre médecin de famille à son bureau, puis on était malade, il appelait à l'hôpital, mon patient va arriver, passer directement, pas d'urgence. Alors, on est devenu dans une professionnalisation de la pratique hospitalière et en CLSC, donc deux solitudes qui sont installées dans les années 70. On ne formait pas de médecins de famille avant. On formait des médecins, puis le pas bon ou celui qui avait la grande vocation s'en allait en pratique de première ligne sans aucune formation. Il faisait de tout, puis il devenait bon. On a progressivement implanté des programmes de médecine de famille, progressivement dans les 4 universités, peut-être un jour dans une 5e. Et on a créé des départements universitaires. Et on a réussi à faire des vrais médecins de famille avec une vision sur la relation patient-médecin, la promotion de la santé, la prévention et un art diagnostique où aujourd'hui on parle beaucoup de pertinence. On n'enlève absolument rien aux spécialistes, mais quand il faut faire large comme ça, ce sont des concepts importants.
les unités de médecine de famille, donc des endroits un petit peu protégés où les médecins résidents ont du temps, ont de la place, ont un cadre pédagogique, se sont implantés progressivement dans les années 70 et en 1988, il est devenu obligatoire de faire une résidence en médecine de famille pour être un médecin de famille. Donc, un médecin qui n'a pas sa résidence en médecine de famille, ce n'est pas un omnipraticien, ce n'est pas un médecin de famille, c'est juste pas un médecin, comme un avocat qui n'a pas son barreau, ben, il ne porte pas le titre de maître. Et en 96, je passe vite, mais en 96, il y a le virage ambulatoire. C'est une bonne chose que la médecine de famille avait été consolidée parce que le virage ambulatoire sans première ligne forte, ça aurait été un échec monumental et c'est probablement ce qui a sauvé le régime public à ce moment-là, même s'il y en a qui ont un peu souffert de ça. Commission Claire. Donc, on passe à une autre étape qui est la Commission Claire en 2001. Michel Clair préside une commission pour dire, là, c'est bien beau, on a fait le virage ambulatoire, mais on a les mêmes constituants qu'on avait avant le virage ambulatoire. Fait qu'on pense comme en 1970 et on agit comme en 2000. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, il y a un rapport complet, puis c'est beau, je vais vous les lire parce que ça aurait pu être écrit en 2020, ça. La prévention doit être l'élément central d'une politique de la santé. L'organisation de réseaux de première ligne comme assise principale du système de santé et de services sociaux. Donc, on parle encore trop d'une approche hospitalo-centriste en 2026, mais déjà en 2001, Michel Clair le disait. Le volet médical de ce réseau doit être assumé par des groupes de médecins de famille qui travaillent en groupe. Donc, le médecin solo, puis il est parti pour 4 semaines, puis il n'y a pas de service, il faut que ça prenne fin. Il faut qu'il y ait des infirmières, cliniciennes ou praticiennes qui travaillent avec les médecins. Mode de rémunération mixte, c'est ce que le gouvernement est en train d'implanter en 2026, mais Michel Clair en parlant en 2001. Entente entre les GMF et le DRMG de la régie régionale. Aujourd'hui, c'est l'entente entre le GMF et l'établissement de santé et le ministère. Puis entente de service entre GMF et CLSC. Fait que ça fait 1 an qu'on dit, là, il faut que tous les médecins les patients aient un médecin de famille comme porte d'entrée. On change de ministre, puis on dit, là, la porte d'entrée, c'est le CLSC. Ce n'est pas un changement de discours, c'est qu'il faut qu'il y ait justement ce lien sous-territorial entre le CLSC et les groupes de médecins de famille. À ce moment-là, précurseur des C3S, on va créer des réseaux de services intégrés. Aujourd'hui, on appelle ça une direction, la direction des soins aux personnes âgées en perte d'autonomie, mais avant, c'était un réseau intégré de services où tous les CLSC d'une région, puis tous les hôpitaux, puis les CR se mettaient ensemble pour créer un continuum de services. Que les médecins et les infirmières participent plus activement à l'organisation des soins et à leur gestion. Bien, aujourd'hui, on a le Dr Boutet qui est directeur médical du département territorial. Bien, c'est montrer qu'on est plus en mode co-gestion avec les cliniciens. Que les régies régionales aient le pouvoir de convenir d'entente conjointe avec le ministère et les fédérations, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, et que les établissements de première ligne soient regroupés sous une gouverne unique dans un territoire donné. Ça, c'est 2001, changement de gouvernement en 2003. Et en 2002-2003, François Legault, comme ministre de la Santé, implante les GMF. Les médecins se regroupent, ont un financement, se font fournir des ressources infirmières par l'établissement CLSC du territoire, parce qu'on n'est pas encore fusionné en C3S. Ça permet à court terme, puisqu'on dégage des actes médicaux qui ne sont pas à être faits par un médecin, ça dégage des plages, on peut inscrire des patients et on se rend à peu près jusqu'à 2/3 de la population qui a un médecin de famille. Parallèlement à ça, on crée les centres de santé et services sociaux, donc par sous-région, en 2006. Et on valorise davantage le rôle du médecin de famille avec la 3e partie qui est l'agence de santé. Donc, on était passé d'une accessibilité extraordinaire dans les années 70 en créant l'assurance maladie. C'était tellement gratuit que tout le monde allait voir le médecin. Puis les médecins, c'était tellement payant qu'ils recevaient tous les patients parce qu'on était purement à l'acte, puis on voit un patient, puis ça va bien. On n'était pas dans la prise en charge. Ton prochain mal de gorge, tu fais un autre médecin, puis il ne va peut-être pas te questionner sur tes habitudes, puis voir s'il n'y a pas moyen de diagnostiquer d'autre chose que d'un streptocoque. Alors donc, là, on arrivait à mettre l'accent sur la continuité. Donc, prévention, continuité, connaître son patient, connaître son groupe, être présent le soir, la fin de semaine. Si le médecin n'est pas là, c'est un médecin de son groupe. Et donc, on offrait la plus belle des qualités de médecine, mais à 2/3 de la population. Donc, ça, c'est un petit peu, c'est quoi un C3S? Si on enlève ce qui est dans le milieu, tout ça existait de façon autonome et les C3S sont venus regrouper tout ça. Et vous le savez, plus tard, les 6 sont venus regrouper les C3S d'une même région, sauf quelques exceptions. Donc, dans les dernières 20 années, donc depuis 2006, création des C3S, depuis ce temps-là, on a eu des GMF privés, des GMF en CLSC, des GMF en UMF, donc le milieu de formation, des GMF mixtes. Donc, on a éclaté le cadre d'association des médecins. On a développé dans les grands centres des cliniques réseau
pour dire, hey, c'est bien beau qu'on ait des soins extraordinaires pour 2 tiers de la population, mais il y a un tiers qui existe pareil. Mais la BTB, la Gaspésie n'auront jamais de clinique réseau, donc il est resté du flou. Les médecins continuent d'inscrire des gens en bonne santé, des gens qui vont bien, des voisins, la cousine. On a dit, ben là, ça va prendre, comme pour les garderies, un guichet pour que les gens puissent s'inscrire, être traités avec équité et priorité. Intégration des C3S en CIS il y a 11 ans. Transformation des UMF, qui est un milieu dans la Ouate, en GMFU, qui avait les mêmes obligations populationnelles qu'un GMF. Reconnaissance de la spécialité de médecine de famille en 2010. Donc, on peut être sur un pied d'égalité pour dire oui, on est des spécialistes de la première ligne. Le projet de loi 20 2015, qui, avec un certain bâton un peu rough, a réussi à faire monter significativement le nombre de patients inscrits, mais au détriment d'une désertion de la pratique en CLSC, d'une désertion de la pratique hospitalière dans certains endroits. Donc, on n'avait pas réussi à trouver l'équilibre. Après l'élection de la CAQ, on s'est ramassé avec une baisse de nombre de patients inscrits, puis on a dit là, on ne peut pas les laisser tomber, puis on ne sera jamais capable, dans le premier mandat, d'avoir un inscrit pour tous. Donc, on a créé le guichet d'accès à la première ligne, qui disait ben, les gens qui ont le malheur d'être orphelins vont avoir le bonheur d'avoir du soutien vers une orientation vers le service pertinent de première ligne. Celui qui a son médecin, il va rappeler son médecin va le référer, mais celui qui n'a pas de médecin, s'il a besoin d'un physiothérapeute, on va le faire avoir tout de suite par un physio plutôt que de faire un rendez-vous médical inutile. Ça n'a fonctionné pas à la hauteur qu'on aurait souhaité, mais ça hyper bien fonctionné. Fait que le résultat pour nous, c'est que plein de patients qui étaient orphelins et qui ne s'inscrivaient pas sur le guichet d'accès, on dit on le veut ce service-là et donc on a vu une augmentation du nombre de patients sur le guichet. 2024, on a intégré tous les établissements dans Santé Québec et l'étape suivante, qui était avec le projet de loi 106 de l'automne et la loi spéciale de la fin de l'automne, c'est de dire là, à partir de maintenant, on ne questionne plus depuis 60 ans, est-ce qu'un enfant a accès à l'école? Il a accès à l'école, puis s'il n'y a pas l'école de son quartier, ben, il est hors bassin. Ben, tout citoyen qui le demande doit avoir accès à un médecin de famille. On a juste voulu faire en 2 mois ce qui aurait dû être fait en 10 ans, et donc ça a été un peu mal reçu, et c'est pour ça que la loi elle a été par la suite mise de côté et remplacée par une nouvelle loi qui a été sanctionnée le 26 février, qui reprend les éléments de la loi 25 au niveau de ce qui est bien, sans reprendre le ton un petit peu coercitif qui avait été délétère, puis qui a amené, oui, des départs vers l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. Et cette nouvelle loi-là a fait suite à une entente avec la FMOQ. Puis comme vous savez, hier, il y a eu une entente avec la FMSQ. Si on regarde, parce que là, vous allez dire, hey, c'est merveilleux ce qu'ils présentent, mais ça ne marche pas plus parce qu'on a plein de monde orphelin. Bien, vous avez raison. Et on regarde les ressources médicales de première ligne. Donc, la colonne de gauche, nombre de médecins, c'est le plus important. C'est les médecins de famille, il y en a 199. Vous avez en Abitibi-Témiscamingue les médecins les plus extraordinaires du Québec, parce qu'en plus de vous offrir des services de première ligne, ils ont des services en urgence, salle d'accouchement, en soins psychiatriques, en oncologie, en hospitalisation, en soins palliatifs, en centre d'hébergement, maison des aînés. Ça, c'est toutes les mêmes 199. Donc, ce qui est porté à Montréal, à Québec, par des médecins de famille et des médecins spécialistes, c'est porté ici en très grande partie par des médecins de famille qui sont appuyés par des excellents spécialistes, mais qui sont souvent en nombre trop restreint dans certaines spécialités. Donc, avec ce nombre-là, on n'arrive pas à inscrire 145 000 personnes et à donner le meilleur suivi. Où le bas blesse, c'est le mode de répartition des ressources. Chaque année, on regarde combien il y en a qui vont mourir, qui vont prendre leur retraite, puis qui vont être diplômés. On répartit ça au Québec en fonction d'un certain nombre de données, puis on dit, vous avez le droit dans les nouveaux à temps. Nous, on est chanceux, on a le droit à 15 nouveaux chaque année. La réalité des choses, c'est qu'il n'y en a pas 15 qui viennent, puis il y en a toujours quelques-uns de plus qui partent que ceux qui viennent. Fait que quand on regarde dans les 5 dernières années, pour 4-5 dernières années, pour 54 arrivées, on a eu 70 de départ. Ça, c'est un manque de 16. Quand on perd 16 médecins qui ont 60 ans, 65 ans, puis qui ont 1500 patients, on arrive exactement au nombre de patients qui sont orphelins actuellement en attente sur le guichet. Donc, si on avait eu un nombre de pertes égal au nombre d'arrivées, on aurait probablement une région aussi extraordinaire que les services qui sont donnés. Là, je sais que mon temps avance, fait que je vais aller vite. C'est pas un peu plus plate, mais on dit, ouais, mais pourquoi le DSP est là-dedans? Autrefois, le DSP, c'était le directeur des docteurs et des professionnels à l'hôpital. La DSI, c'est la directrice des infirmières puis des préposés à l'hôpital. Puis le DG encadrait ça, puis se nommait un directeur administratif. Le DSP est resté comme un vestige, comme l'appendice dans le système digestif, mais on espère qu'il est quand même un peu utile, même si des fois, il peut être nuisible comme une appendicite.
On a vu le rôle s'élargir. On a vu le rôle du DSP s'élargir avec les C3S et les 6 et prendre beaucoup de place actuellement, vraiment, puis ça a été dit, là, pour tout ce qui est l'accès à première ligne, vous mettez votre DSP très proche. Puis là, le terme a changé pour DMSP pour bien noter la saveur très médicale du directeur. On va parler du type de pratique des médecins de famille, de c'est quoi les types d'inscription, parce qu'on entend plein de choses, et comment on expose nos gens à la médecine de première ligne. Donc, rapidement, vous avez le texte de loi, c'est quoi un DMSP, mais essentiellement, le DMSP dirige l'activité médicale, s'assure de la protection de certains droits civils des patients et élabore les règles d'utilisation des ressources. Les médecins ne sont pas des employés. Ça, c'est un modèle canadien qui n'est pas unique, mais ce n'est pas nécessairement majoritaire au monde. Et les médecins ont des privilèges. Pourquoi? Parce qu'avant, le médecin, il avait sa pratique libérale privée, il se faisait payer par son patient, il payait toutes ses dépenses. À un moment donné, plus la modernisation s'installait, plus ça coûtait cher. S'installer une salle d'opération à la maison, là, c'est pas évident. Alors, les médecins allaient solliciter des privilèges dans un hôpital en échange de quoi ils offraient des services. C'est comme ça que sont les hôpitaux publics, les hôpitaux universitaires. OK, vous allez utiliser la salle d'opération gratuitement, vous allez facturer vos patients, mais le pauvre, vous allez soigner gratuitement. Puis l'étudiant en médecine, vous allez lui enseigner. Fait que c'est ça la notion de privilège. Aujourd'hui, on la voit moins, cette notion-là, mais elle est toujours là. Donc, les ressources n'appartiennent pas aux médecins, elles appartiennent aux citoyens. Et c'est la job du DMSP de dire on va répartir les ressources en fonction des besoins des patients, mais aussi, puis c'est ça que la nouvelle loi est plus contraignante, de certains éléments de comportement, de productivité, etc., avec certaines sanctions qui pourraient s'installer. Le type de pratique, on entend souvent le mot privé, qui est un mot qui fait peur, plus qu'appendicite, puis PCFI. Donc, le vrai privé, là, celui qui fait peur, c'est le non-participant à la RAMQ. Ça, depuis la loi sur l'assurance maladie, le non-participant à la RAMQ, c'est quelqu'un qui fait semblant que ça n'existe pas du tout et qui dit, moi, je vais facturer ce que je veux à mon patient, autant que ce n'est pas excessif, mais ça peut être 4 à 5 fois le tarif d'un médecin RAMQ. Et ce sont des actes assurés. Le patient renonce à se prévaloir de la RAMQ. Il ne peut pas demander un remboursement. Le médecin qui travaille en cabinet n'est pas un médecin qui travaille en privé. Son cabinet est privé, mais le médecin demeure un médecin participant à la RAMQ qui va facturer à la RAMQ. Le patient ne peut pas être facturé. Le médecin peut travailler au public dans un cabinet privé, mais peut travailler au public dans un établissement public ou même dans un établissement privé conventionné dans le cas du CHSLD. Fait, quand on parle d'établissement, la pratique en établissement, c'est en CLSC, en hôpital, en centre multiservice, en centre de réadaptation, en centre d'hébergement soins de longue durée, en maison des aînés. Et là, tous les services sont facturés à la RAMQ. C'est quoi un GMF? On entend GMF, GMFU, GMFR, GMFAR. Un GMF, c'est une association privée entre des médecins. Même si les médecins sont tous en établissement, leur association qui dit « Nous, on accepte de travailler ensemble et de mettre en commun nos services puis de partager les heures défavorables », c'est un contrat privé. C'est ça un GMF. C'est pour ça qu'il n'y a pas de... Dans les GMF, il y a plein d'autres professionnels, mais le contrat GMF, c'est un contrat de médecin. Le U, c'est qu'il y a un financement que l'établissement transporte à partir du ministère pour donner des activités d'enseignement, de formation, soit à des étudiants en médecine, soit à des infirmières praticiennes spécialisées en première ligne, ou soit à des futurs médecins de famille. Et un GMF, ça peut être un endroit, ça peut être plusieurs cliniques privées, ça peut être des cliniques privées avec CLSC, des cliniques privées CLSC, des GMFU. Donc, tous les modèles sont possibles maintenant. Les guichets maintenant. Là, on a parlé du privé et des groupes de médecins de famille. Les guichets. Le guichet d'accès à la clientèle orpheline, GACO, le mot qu'on utilisait jusqu'en 2015, ça existe encore, mais on ne l'utilise plus. Tous les GACO d'une région sont regroupés en un GAMEF. Les ministres, quand ils changent, ils aiment ça changer les acronymes. Donc, le guichet d'accès à la médecine de famille, c'est l'endroit où les gens appellent pour dire « Moi, j'aimerais avoir un médecin. » Et là, l'inscription suit son cours. Le guichet d'accès à la première ligne, ça, c'est l'endroit où on appelle pour recevoir un service immédiat dans les jours, semaines qui suivent. Les gens qui sont inscrits sur le GAMEF ont accès au service du GAP, du guichet d'accès à la première ligne. On va parler après ça des inscriptions. Pour dire que le patient peut dire « Moi, je ne veux pas être suivi par personne. » Vous allez voir, il y en a quelques milliers en Abitibi-Témiscamingue.
peut être en attente, donc sur le GAMEF, pour être pris en charge par un médecin de famille ou une IPSPL. Et s'il est là, il est en attente, il a le droit d'utiliser le guichet d'accès à la première ligne. Il peut être pris en charge collectivement. Donc, M. Aumont, vous allez être suivi au CLSC de Rouyn-Noranda. OK, il y a 7 médecins au CLSC de Rouyn-Noranda. Je n'ai pas de médecin attitré, mais je sais que quand j'aurai besoin de service, normalement, c'est vers là qu'on va m'orienter. Et j'ai le droit d'utiliser le guichet d'accès à première ligne pour recevoir un service. Ou être carrément, M. Aumont, vous allez être pris en charge par Dr Tartampion à Amos. Bien là, c'est lui, mon médecin, c'est lui qui est ma porte d'entrée, puis c'est lui qui va faire le lien avec les autres professionnels pour que je puisse avoir le service. On va parler tantôt de Navigue parce que c'est là qu'on va changer un petit peu le paradigme. La formation, rapidement, on est un établissement important, une région importante dans la formation en médecine de famille depuis une trentaine d'années. Donc, bien avant le CIS, bien avant les C3S, nous sommes riches de la vocation d'enseignement de nos médecins de famille et ça a porté des fruits. S'il n'y avait pas eu dans les années 90 des milieux de formation en médecine de famille, progressivement, qui sont devenus des vrais UMF qui donnent des services complets, on n'aurait pas eu autant de rétention ou de recrutement de médecins de famille. Et c'est pour ça que la souffrance est plus grande en spécialité parce que c'est beaucoup plus difficile d'organiser une formation en spécialité ici qu'en médecine de famille. On a des étudiants de tout niveau. On a des étudiants qui sont au préclinique, là, qui ont des cours à l'université, qui ne voient pas de patients, mais ils viennent faire des stages d'observation pendant l'été, sont rémunérés, sont hébergés. On les expose à tout ce qu'il y a dans un hôpital, dans un CLSC, dans un CHSLD. On a des étudiants au niveau clinique, c'est-à-dire qu'ils font leur stage pour devenir médecin. Bien là, on a des stages blocs, c'est-à-dire on peut venir juste faire la médecine de famille ou juste venir faire un stage option en chirurgie. Mais on a maintenant à Val-d'Or et à Amos un external longitudinal, c'est-à-dire que l'étudiant vient pendant un an complet, il voit en rotation et en interaction plusieurs spécialités et ça donne vraiment un avant-goût de la pratique. Là, c'est même pas encore un médecin, c'est un étudiant. Et on a du côté des résidents, donc les gens qui ont leur formation médicale, mais qui se spécialisent en médecine de famille ou en spécialité, des stages au gré de ce que nos médecins peuvent offrir et carrément des programmes, c'est-à-dire la formation complète en médecine de famille à Val-d'Or, à Amos, à La Sarre et à Rouyn-Noranda. Donc, ça, c'est tous les différents étudiants qu'on a. Et nous, à la DMSP, ben, on travaille beaucoup pour solliciter ces gens-là, pour solliciter des milieux de stage, pour favoriser le recrutement. Et ce qu'on n'est pas capable de recruter au Québec, ben, on le recrute à l'étranger, vous le voyez de plus en plus. Donc, si on résume l'évolution de la pratique médicale, on est parti d'un modèle d'organisation de soins de première ligne qui date de 55 ans, ce qui est quand même pas beaucoup sur nos 400 quelques années. On avait beaucoup d'accessibilité, on est allé vers une bonne continuité, on retourne vers l'accessibilité et on essaie toujours de tendre vers le meilleur équilibre. Il y a une limite. Le modèle d'inscription envers un médecin de famille, c'est une limite. La FMOQ dit qu'on manque entre 1000 et 1200 médecins de famille, donc il faut voir autrement, avec les IPS, avec les professionnels, avec l'intelligence artificielle. Le nouveau modèle d'inscription individuelle et collective, ce qu'on veut, c'est qu'on a un type d'inscription en fonction du besoin. Le jeune homme de 30 ans en bonne santé, il a besoin d'un milieu où il aura ses services au besoin s'il se blesse, s'il est malade. Il n'y a pas besoin d'un suivi annuel. La personne qui est diabétique à 60 ans, qui a fait un infarctus, a besoin d'un médecin qui va le suivre, qui va le voir quelques fois par année. On va parler tantôt de la rémunération parce que là, la rémunération n'est pas encore adaptée à cette prise en charge-là. Dr. Boutet va en parler. L'approche progressive est celle qui fonctionne. On l'a vu quand on arrive avec une maillotche, des fois, ça ne fonctionne pas. Le contexte politique d'engagement de prise en charge nationale convenu est en train de porter ses fruits. Et pour que ça arrive, il faut que le réseau se mobilise avec toutes ses constituantes. Et je dis bien tout, c'est encore plus évident du côté du CISAT parce qu'il y a beaucoup de vases communicants. Dr. Boutet. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. OK, parfait. Donc, le département territorial de la médecine de famille, ou DTMF, c'est anciennement ce qu'on appelait le DRMJ, c'est-à-dire le département régional de médecine générale. C'est la même chose, mais on aime ça changer les acronymes pour mêler tout le monde. Donc, c'est chose faite. Pour changer la suivante, c'est... Oui, OK. Ah, OK. Donc, j'avancerai à l'autre. Voilà. Donc, je vais vous parler un peu de la composition et des responsabilités du département territorial. En fin de compte, on assure l'application des services généraux pour faciliter l'accès à la population de l'Abitibi-Témiscamingue. On fait des recommandations dans l'organisation des programmes et puis aussi dans l'organisation des services qu'on donne à la population. On fait des recommandations sur la liste des EMP. Ça, vous avez peut-être entendu souvent parler des EMP, puis souvent les médecins disent en région, je ne sais pas, je vais y aller à cause des EMP.
Les MP, je vais en parler plus loin un petit peu, là, c'est dans le fond une obligation de 12 heures par semaine pour les 15 premières années de pratique pour qu'un médecin s'implique au niveau des activités, surtout en établissement. Les MP sont nés il y a 30 ans parce qu'à cette époque-là, les médecins arrivaient, puis c'était plus rémunérateur de faire du bureau, tout sans rendez-vous, que de faire du patient admis, urgence, obstétrique, etc. Fait que c'est de même que les MP sont nés. Sauf qu'en région, la plupart des médecins, quand ils arrivent avec l'annexe 12 pour la rémunération, ils font plus que leurs 12 heures sans problème. Mais c'est une inquiétude qui est amenée par la Fédération des médecins résidents du Québec, qui malheureusement nous nuit un peu parce qu'ils ont comme une espèce, on a un aura un peu négatif, de dire, ah, mes MP, ça va être compliqué, alors que c'est l'inverse. C'est beaucoup plus simple en Abitibi qu'à Montréal. Mais bref, on vit quand même avec ça. Et puis, on donne aussi notre avis sur la prestation des services. Donc, l'innovation, éviter les dédoublements. On est aussi beaucoup impliqué, là, quand Dr. Roman parlait des 15 médecins, quand on les répartit, on ne répartit pas ça comme ça, là. On regarde un peu les besoins, les départs, les arrivées, les crises qu'on a, ça peut être en obstétrique, en psychiatrie, en soins à domicile. Fait que tout dépendant des problématiques, puis on essaie d'orienter nos nouveaux facturants, nos nouvelles recrues vers les milieux en besoin. Puis je vous dirais, on l'évalue constamment parce que 6 mois avant, on aurait dit que c'était, exemple, Ville-Marie pour les soins à domicile, exemple. Puis 6 mois après, on est rendu à l'urgence à Val-d'Or, que ça allait éclater parce qu'il y a eu des départs, des congés de maladie, etc. Donc, c'est constamment un peu un kaléidoscope. On fait notre possible, mais on ne peut pas tout prévoir à l'avance. Des fois, je dis un petit peu, on joue aux pompiers quand on répartit, mais puis souvent, les gens disent comme ça, on avait mis le temps là. Mais c'est parce que quand on a eu à les répartir, c'était ça qu'on avait comme situation. Mais 6 mois plus tard, ça a pu changer. Donc, on va revenir à la précédente. Ouais, précédent. Oui. On m'a allé tout le monde. Non, non c'est que c'est parce que je trouvais ça important. Quand on a fait nos règlements, quand on était au DRMG, puis maintenant le DTMF, là, il y a des nouveaux règlements qui vont arriver avec Santé Québec, puis la FMOQ, mais on a toujours voulu avoir une distribution régionale. Donc, ce qu'on a fait, le comité de direction du DTMF, il y a 10 médecins. Et sur les 10 médecins, il y en a 2 par RLS. Puis dans ces médecins-là, il y en a un qui représente plus le volet, je dirais, première ligne au niveau des GMF, etc. Et l'autre volet, c'est plus intra-établissement. C'est l'obstétrique, l'urgence, le patient admis, la psychiatrie, etc. Pour justement être capable d'avoir le pouls du terrain précis pour quand on décide d'envoyer des médecins à tel endroit ou de demander des choses particulières au comité paritaire, ben, on a l'appui de ces gens-là. Puis quand on dit que des TMF décident quelque chose, c'est pas moi qui décide. On le fait en collégialité avec mes 9 autres représentants pour vraiment essayer d'être très représentatif et respectueux de la réalité. Fait qu'on revient à la suivante. Et voilà. L'entente du Conseil du Trésor et de la FMOQ, ben, c'est suite à la loi 25 et la loi 2 qui est rendue la loi 19. Mais ce qui a été finalement négocié en décembre, en début décembre, puis adopté, c'est que dans le fond, les médecins s'engageaient à inscrire 180 000 patients vulnérables, 500 000 patients au total d'ici le 30 juin 2026. Actuellement, l'inscription va quand même bon train et si cet engagement-là est atteint, ben, ça permet il y a une bonification de 2,5 % de la masse globale qui va servir à la prise en charge. Non pas une répartition paramétrique pour tous les médecins, mais vraiment des cibles de distribution pour que ça soit intéressant de suivre des patients, puis que pour la prise en charge, etc. C'est vraiment le volet, avec évidemment le maintien du gap, parce qu'on ne peut pas là, tout couper d'un coup sec. Il faut faire attention justement en médecine d'être trop radical. Je pense qu'il y a une espèce de chevauchement qui va se faire au fur et à mesure qu'on a de plus de médecins qui font de la prise en charge, mais le gap va finir par disparaître. Mais pour l'instant, le chevauchement des deux m'apparaît important. Et puis, ce qui est sécurisant aussi, c'est que pour les groupes de médecine de famille, c'est quand même le groupe dépenses, du personnel, puis c'était renouvelé à toutes les années. Il fallait refaire tout ce travail-là d'exercice d'analyse des budgets, tout ça, alors que là, maintenant, le gouvernement, pour 5 ans, ben, il y a une espèce c'est préétabli, fait qu'on n'a pas de surprise en termes de budget, de personnel, etc., parce que ça semble niaiseux, mais engager une infirmière auxiliaire, exemple, puis que je ne peux pas lui dire, on t'engage pour 5 ans, je vais t'engager pour 1 an, on verra dans 1 an si j'ai le budget. On n'attire pas beaucoup de monde comme ça. Fait que c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment apprécié qu'on ait 5 ans, parce que ça me permet d'être beaucoup plus sérieux dans le recrutement puis la stabilisation des équipes en place à ce moment-là. Souvent, il y a des infirmières retraitées qui sont prêtes à venir donner un coup de main, mais ils veulent une certaine garantie là, je ne ferai pas juste ça 3 mois, je vais le faire plus longtemps. Fait que c'est un peu le but dans l'entente de principe. On va aller à la suivante. Donc, ben, je vais laisser
François, Je peux le présenter. Tantôt, on a présenté un petit peu le nombre de médecins, puis je vous disais, ben, si on avait eu les 16 médecins, on serait correct. Donc, population admissible sur les 58 000, 945 800, donc on a une carte d'assurance maladie, etc. Il y en a 96 841 qui ont un médecin de famille. Ils ont un nom. On peut le trouver. Donc, 66 On se retrouve un petit peu comme le Québec était avant que Dr. Barrett s'installe. Il y en a 10 888 qui sont inscrits à un groupe. Donc, ces gens-là, ils ont le soutien du GAP et ils ont un milieu déterminé de soins avec une équipe déterminée de soins. Fait que ça se rajoute aux 96 841. Donc, 66 sont inscrits à un médecin propre, 7 à un groupe de médecins, donc ça monte à 73. Il en reste 18 700 au guichet, donc c'est ça, 18 700, c'est ça, qui restent au guichet, qui sont éligibles au GAP, qui peuvent recevoir les services. Et ce qui reste pour se rendre aux 145 800, ben, ce sont des patients qui ne souhaitent pas avoir de médecin de famille ou d'IPS, qui ne se sont pas inscrits là, au guichet d'accès à un médecin de famille. Le GAP, maintenant, guichet d'accès à la première ligne, du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, donc l'année qui vient de se terminer. On entend souvent c'est bien beau le GAP, mais ça ne marche pas. Il y a plusieurs affaires. Il y a eu une petite courte période de quelques mois où les lignes 8 à 1 étaient congestionnées. Donc, l'État a dit, ça va bien votre GAP, fait qu'on va vous enlever votre numéro, on va mettre ça au 8 à 1, mais ça ne suivait pas. Fait que les gens attendaient 40-45 minutes au 8 à 1 puis disaient, ça ne marche pas, mais le 8 à 1, ce n'est pas ici, c'est ailleurs. Donc, ça fonctionne. Maintenant, le 8 à 1 prend le message, envoie ça au GAP. Vous avez en bas, en orangé, là, le nombre de demandes qui sont traitées en moins de 36 heures, ce qui est une cible. N'oublions pas que notre GAP est ouvert 40 heures semaine sur 5 jours. Donc, inévitablement, on ne sera jamais à 90 parce qu'il y aura toujours du monde qui va appeler le vendredi, samedi, dimanche, qui vont amener la moyenne vers le haut. C'est quand même très bien. Pourquoi en 25-26, un petit creux? Le manque d'infirmières, pas capable de les remplacer, maladie, maternité, faisant en sorte que pour bien faire la job, il fallait attendre que l'infirmière ait évalué le besoin du patient. Donc, ça dépassait le 36 heures, mais on donnait quand même des services. Fait que si on regarde donc la dernière année, 71 des demandes ont été traitées en moins de 36 heures. Évidemment, le service peut ne pas être urgent. Là. Faire renouveler son permis de conduire avec une évaluation médicale, il faut que ça soit fait en dedans de 2 mois. Mais l'important, c'est qu'on ait un service et qu'on ne se ramasse pas à l'urgence. Il y a eu presque 10 000 rendez-vous médicaux donnés sur les 20 000 appels. Et il y a eu, 6 000 quelques rendez-vous médicaux non disponibles. Tout le reste a été donné vers des professionnels. Puis les rendez-vous médicaux non disponibles, ça ne veut pas dire que la personne va à l'urgence. Ça peut être la personne va rappeler dans 2 semaines pour voir comment ça va. La personne a reçu des conseils de l'enseignement d'une infirmière clinicienne du GAP. Ça fait que donc, on est quand même, c'est pas parfait, mais on donne quand même des bons services avec le GAP. Il y avait un risque que le GAP meure avec les changements législatifs. Et là, il va rester en place tant qu'on en aura besoin, ce qui est une bonne nouvelle. Donc, on l'a mis ici par intérêt parce que vous avez entendu parler durant la loi 25, donc du mois de septembre jusqu'au mois de décembre, des patients, les pastilles de couleur. Fait que ça a été très contesté, effectivement, parce que c'est une méthode qui était imparfaite et puis de statuer une rémunération avec une méthode imparfaite, c'est pas une très bonne solution. Parce que, exemple, un patient, mettons, 18 ans, joueur de soccer, entorse de la cheville, il se blesse l'autre entorse. Il va retourner à l'urgence parce qu'il s'est blessé l'autre cheville. Mais l'autre cheville, il fait mal, il retourne 3 semaines après. 3 visites à l'urgence, il est rouge. Un joueur de soccer, super athlète. Mais la méthode Grouper avait ses limites. Ça nous donnait une particularité du nombre de patients à inscrire, puis comment il y en avait des très vulnérables, peu vulnérables, etc. Mais c'était imparfait. Mais je voulais juste vous en parler parce que c'était important, parce qu'à un moment donné, les gens ont entendu parler des pastilles, puis ils ne comprenaient pas trop pourquoi faire. Les médecins étaient très rébarbatifs parce que c'était imparfait. Et de statuer une méthode de rémunération là-dessus, ça m'apparaissait en tout cas être totalement pas sur la bonne voie. Fait qu'on va aller à la suivante. Donc, c'est en gros ce que l'on vous dit. Il y avait 59 qui étaient verts, 7 jaune, 22 orange et rouge. Pourquoi qu'on vous parle des couleurs? C'est que quand il est venu le temps de faire les inscriptions collectives et individuelles, c'est là que dans les 180 000, les patients rouges et orange étaient prioritaires parce que c'est ces patients-là qui ont besoin d'être suivis avec un médecin. On pense des patients en 60 ans avec des maladies, des comorbidités, exemple diabète, infarctus, problèmes de santé mentale avec diabète, etc. De toujours jamais parler à la même personne, c'est pas ce qu'il y a de mieux en termes de continuité. Fait que c'est ça vers quoi on tend. Donc,
La pratique des médecins en première ligne, en deuxième ligne, je vais vous expliquer en gros. En première ligne, ben, c'est surtout les médecins qui vont travailler en cabinet, en soins à domicile, soins palliatifs, santé des jeunes, en CLSC. Puis il y a d'autres volets, là, toxicomanie, centre de détention, soins Première Nation. Il y en a qui font des cliniques d'infiltration. Bref, voyez-vous que c'est assez varié comme travail, mais c'est quand même des soins à la population. En deuxième ligne, ben, comme vous le comprenez, c'est beaucoup plus un travail, je dirais, en établissement, urgence, patient admis, donc soins intensifs, pédiatrie, médecine hospitalière, psychiatrie, obstétrique, clinique des UVG, l'interruption volontaire de grossesse, clinique d'avortement, et en CHSLD. Fait que ça, c'est le volet. Fait que quand vous entendez première ligne et deuxième ligne, ben, c'est souvent les mêmes médecins qui le font, mais c'est quand même deux terrains différents. Puis c'est de garder l'équilibre, parce que là, on voit une certaine tendance avec nos plus jeunes médecins d'être attirés plus par le travail en établissement. La prise en charge longitudinale, c'est quelque chose qui leur fait peur. Fait qu'il faut vraiment, en tout cas, moi, je pense que ce qu'on doit faire, nous autres, comme des TMF, c'est revaloriser la prise en charge, la continuité, à partir de petites méthodes, mais il y a quand même une bonne côte à remonter, mais c'est ça vers quoi on tend. Puis quand on va mettre des AMP, bien, vous comprendrez qu'on ne favorisera peut-être pas toujours l'urgence par rapport à dire, ben j'aimerais ça que tu aies 500 patients à suivre, là. Puis 500 patients qui viennent du GAMEF, donc que le médecin coordonnateur dit, ben, moi j'ai tant de rouge, tant d'orange que je voudrais te donner. J'ai quelques petits jaunes pour te récompenser, là, ce serait quelques bonbons, là, mais c'est de même qu'on veut essayer de travailler avec les coordonnateurs médicaux locaux, là, c'est les CML, pour vraiment essayer de mieux distribuer la population. Ensuite, le nouveau mode de rémunération, ben, tantôt François en a parlé. En fin de compte, c'est la capitation. Donc, c'est qu'un médecin qui inscrit, exemple, 1000 patients, ben, il va être payé pour ces 1000 patients d'inscrits. Et il y a un tarif horaire pour faire toutes sortes de choses et il y a 20 de l'acte. Donc, même s'il voit, il fait un paquet de rendez-vous, il fait beaucoup d'actes, c'est pas très rémunérateur. C'est d'avoir des patients inscrits à ton nom. Et aussi, quand il y a des médecins qui vont dire, ben, moi, je vais en inscrire 2000, puis je ne verrai pas. Ben, dans le système, ce qui s'en vient, c'est que les médecins, si tu as 2000 patients, ben, ils vont dire, regarde, tu as 45 de patients vulnérables. Donc, 45 de ces patients devraient avoir 3 rendez-vous. Donc, 3 rendez-vous fois 2000, ben, en fait, il y a tant de rendez-vous à donner dans l'année. Fait qu'il ne peut pas se dire, ben, je vais laisser ça à mes collègues qui verront les patients via le GAP, ça ne marchera pas. Il va être vraiment responsable. Mais c'est le suivi longitudinal, c'est ça vers quoi on tend. Et je pense que tranquillement, ça va fonctionner. En Colombie-Britannique, ça a été instauré, puis ça a été un succès. Puis c'est attendu de la part des médecins parce qu'ils se rendent bien compte que l'acte, là, puis c'est la facturation, c'est compliqué, il y a un paquet de codes, ça vient mêlant, alors qu'ils disent, ben, regarde, là, moi, quand je fais du bureau, je paye à un taux horaire, je fais des actes, mais des fois, je n'ai pas vu tant de patients parce que j'avais 2 personnes âgées, un patient 75 ans, Parkinson, mobilité réduite, famille à rencontrer, c'est long. Mais c'est ça qu'il faut faire. Mais actuellement, l'acte, ben, écoute, c'est 15 minutes, puis on passe au suivant. Donc, je pense que le mode de rémunération en première ligne avec la capitation, théoriquement, il nous a parlé du mois de juin. Je pense honnêtement que ça va être plus à l'automne qu'on va en entendre parler là, vraiment du nouveau mode de rémunération à la capitation. Puis ça va regrouper dans le fond ce qu'on mais dans le fond, ce qu'on parlait en décembre avec la loi 25, c'est l'affiliation. Dans le fond, on prend une région de CLSC qui, dans le fond, ça va tout être comparable parce qu'une région de CLSC, c'est à peu près 45 000 à 55 000 de population à peu près. Fait que si on a 940 au Québec, je ne sais pas le chiffre précis, peut-être 180, je ne sais pas, mais bref, on va être capable de comparer un peu qu'est-ce qui se fait comme accessibilité, qu'est-ce qui se fait comme inscription, puis de regarder ben, à quelle place, s'il y a des bons coups, ben, on peut s'importer l'idée. Moi, je trouve ça très intéressant puis innovateur d'y aller de cette façon-là, puis de ramener ça avec aussi une responsabilité beaucoup plus locale. Parce que moi, je dis toujours aux gens un peu à la blague, ce qui marche à Amos ne marchera pas à Montréal. Puis ce qui marche à Montréal ne marchera pas à Amos. Mais tu sais, du one fight, ça ne marche pas au Québec. Il faut vraiment regarder les besoins de la population, puis que ce soit l'itinérance, la santé des Autochtones, c'est toutes des choses qu'on doit là, évaluer, puis vraiment répondre à ces besoins-là. L'accès adapté, vous en avez entendu parler parce que ça fait 10-15 ans que c'est parlé. C'est dans le fond une réflexion, puis il y a même Mme Mylène Breton à Sherbrooke qui fait des conférences puis des thèses de doctorat là-dessus. C'est dans le fond, on évalue, quand on est un médecin qui fait de l'accès adapté, ben j'ai des rendez-vous que je donne, puis est-ce que je m'ajuste en fonction des rendez-vous que j'aurai à donner pour que les patients puissent me voir? Ça veut dire que quand un patient appelle, puis ta ligne au bureau est toujours occupée, ben, c'est pas de l'accès adapté. Le patient n'est pas capable de parler à quelqu'un. Fait que l'accès adapté, ça part
de là. Et puis, on parle de la prise de rendez-vous, puis le travail en collaboration, puis les communications. D'où Navigue. Puis Navigue, ben, c'est intéressant parce que c'est de l'intelligence artificielle. Ça ne réglera pas tout, mais on vient de mettre je dirais un niveau de plus pour que les patients puissent appeler. Ils peuvent appeler au GAP quand ils sont orphelins, mais quand ils appellent à la clinique, ben, l'infirmière, à partir d'une plainte, elle a l'intelligence artificielle qui peut l'aider à dire, ben, oui, tu pourrais avoir, par exemple, ton docteur dans une semaine, parce que ça me dit qu'un rendez-vous dans une semaine, ça a de l'allure. C'est pas quand d'avoir que c'est vraiment, il faudrait que tu l'envoies à l'urgence parce que le patient a des douleurs rétro-sternales, ben, elle va dire, écoutez, là, je ne vous donnerai pas une place pour son rendez-vous, vous allez à l'urgence. Fait qu'on est capable de beaucoup mieux filtrer que de dire, ben, le patient, il a appelé, il n'a pas eu la ligne, il a rappelé, puis finalement, il est allé à l'urgence. Fait que c'est vraiment d'orienter. Puis ce qu'on veut amener en bout de ligne, c'est idéalement, Navigue qui puisse aussi impliquer les autres membres de la communauté, les pharmaciens communautaires, les dentistes, les optométristes, les travailleurs sociaux. Je fais un rendez-vous le samedi matin, voir un patient qui a un abcès dentaire. Je vais le voir, je vais dire sa pénicilline puis des calmants. Mais c'était pour moi qu'il fallait qu'il voit, c'était le dentiste. Fait que, il y a tout un travail au niveau, quand je dis l'approche locale, c'est ça. Ça va être de s'assurer avec les optométristes, voir un patient pour son permis de conduire parce qu'il n'a pas été capable d'avoir son examen, vous l'avez vu. Je vais le voir. Mais j'aurais pu en voir un autre, puis il aurait pu voir l'optométriste ou un œil rouge. Tu sais. Fait que, bref, c'est vers ça vers quoi il faut tendre. Fait que c'est pour ça qu'au niveau au niveau local, ça va être super important d'impliquer les différents intervenants, puis qu'on se parle en disant, mais écoute, as-tu de l'accessibilité? Un accès adapté, c'est beau pour les médecins de famille, mais ça serait beau pour les optométristes, ça serait beau pour les dentistes, puis y compris les travailleurs sociaux. Fait que c'est un petit peu navigue ça vers quoi on va tendre. Et puis, ensuite de ça, on entend parler en juin, c'est le nouveau qu'on appelait le carnet de santé qui devient votre santé. Ça va vraiment être une porte d'entrée numérique simplifiée où ce que les gens peuvent avoir des aides à la décision, l'auto-soin, puis également consulter leur registre de vaccination. Ils partent en voyage, à la date pour mon diphtérie tétanos avant de partir, ben, ils peuvent le vérifier, le dossier de santé numérique, etc. Et puis, il y a des fiches conseils qui vont aider. Fait que ça va être beaucoup plus encore, puis évidemment, pas au début en juin, là, mais accès à leur laboratoire. Donc, tout ce qui est imagerie, tout ce qui est laboratoire, ben, ils vont avoir accès à leurs résultats. Là, il y a toujours le dilemme, est-ce que c'est en dedans d'un mois versus un mois? En tout cas, ça, c'est une question avec le Collège des médecins à vérifier. Mais l'idée de votre santé que vous allez entendre parler en juin, là, il y a un petit déploiement qui se fait dans le bas du fleuve et puis centre du Québec, je pense. Puis, à la lumière de ça, ça va s'étendre. Fait qu'en juin, vous allez entendre parler en Abitibi, vous allez peut-être trouver que ça vous laisse sur votre appétit parce que vous dites, ben, il me semble qu'il n'y a pas tant d'informations encore, mais c'est un work in progress, puis c'est en devenir. Fait que moi, ça termine ma présentation. Je vais laisser Marie-Pierre prendre la relève. Allez, c'est comme ça. Oui. OK, parfait. Bonjour, Marie-Pierre Gaulin, je suis la directrice des soins infirmiers. Donc, la direction des soins infirmiers, là, dans notre organisation, CIS l'Abitibi-Témiscamingue, ça comprend 1132 infirmières, 406 infirmières auxiliaires, 24 infirmières praticiennes spécialisées en première ligne et 5 infirmières spécialisées en santé mentale. Heureusement, ils ne sont pas tous hiérarchiquement sous moi. C'est partagé avec les autres directions, les autres collègues, mais par la loi, la directrice des soins infirmiers, elle doit assurer l'organisation, la planification, la coordination et l'évaluation des soins infirmiers. Et ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il faut faire une adéquation entre les besoins puis ce qui est disponible, notre capacité. On le sait qu'on est dans un contexte de pénurie, fait qu'il faut bien utiliser nos ressources en place puis bien organiser nos services de cette façon-là. Les infirmières, les infirmières comprennent tout ce type d'infirmières-là, elles contribuent à la première ligne. Entre autres, les IPS. Les IPS, voici la répartition qu'on a régionalement. En Abitibi, on a 2 IPS en première ligne. En Abitibi-Ouest, on en a 3. En GMF, par contre. Ouais. Et en Rouyn-Noranda, on en a 7. Au Témiscamingue, on en a 1 à Ville-Marie, 2 au Témiscamingue. Et à la Vallée-de-l'Or, on en a 6. Fait qu'elle, elle pratique en GMF. Et on a aussi des IPS en CSA, Centre de services ambulatoires et CLSC. C'est plus une nature de clinique IPS, là, pas nécessairement affiliée avec des médecins autour d'eux. On en a une en Abitibi-Ouest, on en a une à Rouyn-Noranda et on en a une dans la Vallée-de-l'Or. On a aussi les IPS en santé mentale qui font de la deuxième ligne, première ligne, mais
chez qui on peut établir un corridor en clinique externe en santé mentale là, pour faire de l'accès à des personnes qui ont besoin, là, qui ont des problèmes de santé mentale. On a aussi à venir là, une IPS en soins aux adultes et une IPS en soins pédiatriques. Fait que c'est une surspécialité d'IPS qui s'en viennent, là, sont en cours de formation. Nos candidates, elles arriveront là, sous peu. Fait que ça aussi, ça va pouvoir nous aider dans notre accès. Comment on répartit, nous, nos postes IPS? Parce que, tu sais, mes collègues vous l'ont nommé, ça se calcule avec des données, là. Il faut regarder, en fait, c'est quoi les besoins par RLS, parce qu'on reçoit des postes qui nous sont octroyés. Puis, ben, nous, il faut répartir, on les met où? On les met à Amos, on les met à Rouen, on les met à Val-d'Or, on les met en GMF, on les met en CLSC, ça dépend des besoins. Puis, nos IPS ont aussi une pratique mixte, certaine, c'est-à-dire qu'elles font à la fois de la prise en charge, mais elles font aussi d'autres choses, comme du CHSLD, contribuent à la Maison des aînés, font aussi des soins aux soins à domicile. On les répartit en fonction des besoins des secteurs, du nombre de médecins disponibles, pas disponibles, la population à desservir en fonction des caractéristiques, le nombre de patients orphelins aussi. On regarde tout ça avec le DTMF pour voir, bon, il y a combien de médecins qui s'en viennent ici, on a combien d'IPS, qu'on essaie de trouver une formule là, qui va répondre aux besoins de la population. Le rôle des IPS, là, parce que, puis je voulais le renommer, là, parce que, tu sais, c'est les super infirmières, mais pour moi, les infirmières sont toutes super. Fait que l'IPS, c'est différent, effectivement, parce que elles ont plus d'études, elles ont plus de scolarité. Fait qu'elles peuvent, de façon autonome, diagnostiquer des maladies, prescrire des examens diagnostiques, déterminer des traitements médicaux, prescrire des médicaments, utiliser des techniques diagnostiques plus invasives, appliquer des traitements médicaux, assurer les suivis de grossesse, administrer de la substance, exemple pour l'aide médicale à mourir. Ça permet d'offrir un accès en complémentarité avec les médecins avec qui on travaille. Les IPS en CSA puis en CLSC, en complémentarité encore là avec les IPS qui sont dans les GMF, elles, on leur donne un rôle un peu plus complémentaire, je vais le dire ainsi, là, par rapport aux clients orphelins. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas affiliés à un groupe de médecins, qui ne sont pas là, on offre une alternative plutôt que d'aller à l'urgence. Fait que soit par de la réorientation P4, P5, on se présente à l'urgence, c'est un problème mineur, on va donner un rendez-vous avec l'IPS en CLSC ou en CSA, ou bien éviter l'urgence, puis c'est via le GAP qu'on a parlé, que là, on regarde dans l'offre de service, est-ce que c'est un médecin, est-ce que c'est une infirmière, est-ce que c'est une IPS qui peut répondre aux besoins? Fait qu'on a établi un corridor vers aussi nos CLSC et nos CSA. C'est un travail multidisciplinaire et complémentaire. Je vous disais que toutes les infirmières sont super, mais ils ne peuvent pas tous faire la même chose dépendamment où elles sont. Mais par contre, c'est important dans la rareté, comme je vous disais, de les utiliser adéquatement en fonction de leur champ de pratique. Fait que j'ai mis un peu dans un tableau l'IPS, bon, je ne répéterai pas, mais elle peut diagnostiquer, est plus autonome dans sa pratique. L'infirmière clinicienne, elle peut initier certaines ordonnances collectives, elle peut faire des suivis de patients, elle peut prendre en charge complètement des patients avec des balises, avec des médecins à qui elle peut se référer. L'infirmière auxiliaire, elle peut contribuer au travail de l'infirmière en faisant des techniques, en faisant des évaluations, contribuer à l'évaluation, remplir de la collecte d'informations pour alimenter l'infirmière ou pour alimenter l'IPS ou pour alimenter le médecin. Puis l'usager, ce n'est pas un infirmière, mais il contribue, l'usager, dans ses soins de nature infirmière parce qu'il peut aussi s'auto-mesurer sa pression, auto-mesurer sa glycémie, auto-peser, mesurer. Puis ça évite de devoir mettre une ressource infirmière auxiliaire ou infirmière pour pouvoir faire ces tâches-là préalables à un rendez-vous. Puis ultimement, on sauve du temps pour pouvoir bien utiliser nos ressources en place à faire de la prise en charge. Fait que je le mets ici parce que ça se peut que quand on a un problème, qu'on ne voit jamais le médecin, c'est correct en fonction du problème qu'on a parce que ça se peut que l'infirmière auxiliaire, de par l'intervention qu'elle va faire, l'information qu'elle va obtenir, l'ordonnance collective qui existe, elle puisse répondre aux besoins. Ça se peut que ça soit l'infirmière, ça se peut que ça soit l'IPS, ça se peut que ça soit un mélange de tout le monde dépendamment du projet, mais ça répond aux besoins aussi. Fait que je trouvais ça important de nommer que c'est pas l'accès à première ligne, ce n'est pas qu'un accès à un médecin de famille, c'est une équipe de soins de famille. C'était pour la partie des infirmières. Fait que
laisser ma collègue parler des autres professionnels. OK, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je peux peut-être même baisser le micro. Comme ça, c'est bon? Moi, c'est Mylène Gauthier. Je suis directrice des services multidisciplinaires santé et services sociaux. Puis un peu comme Marie-Pierre, j'ai un rôle similaire au niveau de la loi, au niveau, cette fois-là, par exemple, des infirmières, mais des membres des conseils multidisciplinaires. Et les membres des conseils disciplinaires, là, ça comprend à peu près 1700 intervenants professionnels qui sont répartis dans différentes directions, évidemment. Puis de ces 1700 personnes-là, en fait, il y en a 40, il y a plus que une quarantaine de types d'emplois différents. Je vais pouvoir vous les énumérer tantôt dans mes PowerPoint. Non, c'est pas vrai. Je vais me concentrer sur ceux qui travaillent en première ligne. C'est que dans le fond, les professionnels qui travaillent en première ligne, on connaît un peu moins ce qu'ils font. On connaît bien le rôle des médecins, des infirmières, on en parle un peu plus. Par contre, c'est important de dire que les professionnels qui travaillent en première ligne peuvent être aussi importants dans le rétablissement de la santé d'un usager, par exemple, que le médecin. Dans le fond, on va voir un petit peu plus en détail ce qu'ils peuvent faire. C'est qu'ils peuvent travailler soit en GMF ou en CLSC. Je dirais majoritairement en CLSC, c'est là qu'on va retrouver nos professionnels. Fait que là, vous avez, à titre d'exemple, une petite liste, là, en fait, des professionnels qui, majoritairement, je vous dirais qu'on retrouve là, vraiment en première ligne, c'est que les ergothérapeutes. Puis Caroline en a fait une mention là, en début de présentation, là, les inalos, kinésio, nutrition, pharmaciens, physiothérapeutes, psychoéducateurs, psychologues et travailleurs sociaux. C'est important de dire que ces intervenants-là ou professionnels, en fait, sont autonomes dans leur pratique. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir une prescription ou une requête d'un médecin pour pouvoir intervenir auprès d'un usager. Puis à titre d'exemple, si par exemple, vous avez des soucis de santé mentale, vous pouvez vous présenter au CLSC ou appeler, puis demander à rencontrer quelqu'un, puis vous devriez avoir quand même un rendez-vous assez rapidement avec un intervenant psychosocial. Il y en a plein d'autres, justement, ces professionnels-là peuvent agir de la même façon. Maintenant, si on regarde ce qu'on a en GMF, dans nos GMF de la région, nos CGMF, mais là, on voit que le nombre est beaucoup plus petit au niveau des intervenants qui travaillent directement. Puis c'est depuis 2015, là, en fait, qu'on a débuté l'intégration des autres titres d'emploi, autres que médecins et infirmières, dans les groupes de médecine familiale. C'est que là, vous les avez en équivalent temps complet. Équivalent temps complet veut dire, dans le fond, ça représente un temps complet qui est à peu près approximativement 35 heures par semaine, quelqu'un qui travaille du lundi au vendredi de 8 à 4. Fait qu'on voit que, par exemple, intervenants psychosociaux, 13 équivalents temps complet, nutritionnistes, c'est des petits nombres. Il faut comprendre que ces personnes ne sont pas nécessairement à temps complet dans un GMF. Ils peuvent être entre 1 et 5 jours en présence dans le GMF. Ils peuvent aussi faire d'autres activités, un peu comme les médecins. On a un peu le même défi. C'est des professionnels qui sont polyvalents, qui peuvent autant travailler en première ligne que travailler en deuxième ligne en centre hospitalier. Mais c'est des gens qui sont dévoués et qui ont à cœur la santé de la population. Maintenant, si on regarde un peu plus en détail ce que font ces professionnels-là, comment ils peuvent contribuer, dans le fond, à la mission GMF CLSC, puis être en soutien, dans le fond, à l'équipe qui est déjà en place, soit médecins et infirmières. Si vous avez rencontré un de ces professionnels-là, la première chose qu'il va sûrement faire, c'est faire une évaluation initiale, évaluer, dans le fond, votre état de santé, vous demander pourquoi vous êtes là, faire une collecte de besoins, évaluer, vous demander, dans le fond, justement vos besoins, puis faire une collecte d'informations qui va servir par la suite à établir un plan de traitement qu'il va faire avec vous. Par la suite, il pourrait poursuivre le suivi, qui peut être 1, 3 rencontres aussi, mais qui pourrait être un suivi annuel. Si on pense par exemple à des patients qui ont des maladies chroniques comme les diabétiques, vont des suivis peut-être plus réguliers en CLSC. Il va aussi faire de la prévention, faire de l'enseignement. Il va vous enseigner, dans le fond, un peu faire de l'enseignement sur votre problématique de santé, faire de l'enseignement sur comment appliquer mon plan de traitement, comment bien le faire, puis aussi vous enseigner les saines habitudes de vie. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que je vais prévenir, en fait, une aggravation, par exemple, de symptômes ou qui va éviter que je me présente à l'urgence pour mon problème de santé. Puis finalement, évidemment, on prend des notes au dossier, comme les médecins et les infirmières. Ça fait que ces notes-là et l'information, en fait, des interventions qui sont faites avec l'usager sont partagées avec l'équipe interdisciplinaire. Ces informations-là vont aussi guider le médecin dans une prochaine rencontre, par exemple, avec l'usager, parce qu'évidemment, il ne refera pas ce qui a déjà été fait par l'intervenant ou le professionnel. Puis, il va servir aussi de l'information pour mieux guider ces interventions, être plus pertinent, je dirais, dans les prochaines étapes du soin du patient.
de façon concrète, là, puis avec des exemples un peu plus précis là, de ce qu'on peut faire. On va débuter avec certains types d'emplois, par exemple, comme l'intervention psychosociale qui peut être réalisée par plusieurs personnes. On parle aux travailleurs sociaux, les psychologues, psychoéducateurs. Tous font de l'intervention psychosociale, mais de façon différente en fonction de leur chapeau. Puis, ce que je n'ai peut-être pas dit aussi, c'est que souvent, tout ce qui est autres professionnels intervenants ont étudié, je dirais, de façon spécialisée. Comparativement à une infirmière ou un médecin qui touche à plus de sphères, qui sont plus généralistes, les autres professionnels sont un petit peu plus spécialisés dans un domaine, puis vont toujours agir, en fait, en fonction de leur champ de pratique, leur champ de compétences. Et le travailleur social, ben, pour sa part, lui, c'est quelqu'un qui va intervenir, par exemple, en situation de crise, qui peut intervenir avec un usager qui est en crise suicidaire ou qui pourrait vivre de la violence conjugale. C'est quelqu'un aussi qui peut faire un suivi avec une personne qui vivrait un deuil, une séparation. Il va faire l'évaluation initiale des besoins de la personne, puis il pourrait orienter par la suite l'usager vers d'autres services plus spécialisés, comme par exemple la santé mentale. C'est souvent ces gens-là aussi qu'on va retrouver dans les accueils des CLSC et autres intervenants psychosociaux, là. On pourrait référer aussi vers le psychologue, par exemple. Le psychologue, c'est sûr qu'on en a, ils ne sont pas très nombreux, je dirais, dans l'établissement, mais qui peuvent intervenir vraiment pour des troubles anxieux, dépressifs, faire de la psychothérapie, ou encore vers un psychoéducateur qui est un peu plus spécialisé, je dirais, pour développer les habiletés de l'usager, dans le fond, pour faciliter son adaptation par rapport à une situation qu'il pourrait vivre. Le pharmacien, qui a un rôle aussi fort important, puis vous le savez, des fois, si vous allez voir votre pharmacien en pharmacie communautaire, ben, on a aussi des pharmaciens en GMF. Les pharmaciens ont un rôle qui est quand même assez large, assez apprécié. Dans le fond, c'est des gens qui peuvent intervenir avec différentes maladies chroniques, différentes problématiques de santé, comme le diabète, l'hypertension, maladies cardiovasculaires, problèmes de santé mentale, asthme, MPOC et douleurs chroniques. Il peut recommander, ajuster des traitements pharmacologiques, il peut substituer aussi des médications, optimiser la pharmacothérapie, enlever certaines prescriptions lorsque c'est pertinent, enseigner à l'usager aussi comment prendre sa médication, puis, dans le fond, faire la prescription de certains médicaments et prolonger l'ajustement ou ajuster des prescriptions. On va avec la nutritionniste kinésiologue qui vont davantage intervenir, je dirais, avec des usagers qui ont certaines maladies chroniques. Quand on pense, par exemple, au diabète, dyslipidémie ou des gens qui auraient vécu, par exemple, un événement cardiaque. Ça que là, dans le fond, sont là pour faire prise en charge. Comme pour la nutritionniste, ben, elle va travailler beaucoup avec des plans alimentaires. L'alimentation a quand même son importance dans le rétablissement de santé de certains usagers ou peut prévenir des aggravations. Fait que ça, c'est assez clair pour la nutritionniste. Ce qu'on sait moins, c'est que la nutritionniste peut aussi prescrire des formules nutritives, micronutriments et autre chose. Elle peut aussi ajuster l'insuline et les antidiabétiques selon des cibles qui sont établies par le médecin au préalable, puis administrer certains médicaments. Le kinésiologue, lui, va davantage travailler évidemment sur des plans d'exercice. On a des kinésiologues aussi dans nos CLSC puis qui vont faire des cours de groupe, je dirais. Là, c'est que si vous avez eu un événement cardiaque, ben, dans le fond, souvent, cet usager-là peut passer par, on appelle ça de la réadaptation cardiaque ou réadaptation pulmonaire, mais ça vise vraiment à accélérer le rétablissement, je dirais, de l'usager. On va faire des exercices supervisés, dans le fond. Puis c'est sûr que tout au long du suivi, il va pouvoir ajuster, là, dans le fond, le programme d'exercice qui aurait été ciblé pour l'usager. Vous avez aussi des inhalothérapeutes qui vont être un petit peu, ils vont suivre vraiment plus des gens avec des problématiques respiratoires, l'asthme, la MPOC, peuvent faire des examens diagnostiques avec des petits équipements qu'on appelle des spiromètres, là, puis suivre, dans le fond, l'état respiratoire de l'usager, mesurer sa capacité respiratoire, faire des enseignements sur l'utilisation, par exemple, de la médication pour les pompes, là, habituellement qu'on dit, faire de l'enseignement sur des plans d'autogestion. Ça qu'on se dit aussi qu'il faut rendre responsable l'usager. Fait que des plans d'autogestion, c'est par exemple de dire à l'usager, vous avez telle médication à prendre. Si ça fait un peu moins bien, mais on peut augmenter la dose. Fait que ça, c'est ce qu'on entend par autogestion. En gros, c'est ça, intervention rapide aussi, si on a une exacerbation, par exemple. Là, c'est quelque chose qui peut être fait.
physiothérapeute, bien là, on connaît un peu mieux son rôle. On en a beaucoup dans les cliniques privées, mais on en a quand même aussi en milieu hospitalier, en clinique externe. C'est que le physiothérapeute est là pour évaluer, dans le fond, fonctions musculo-squelettiques, si on a des blessures, par exemple, élaborer des plans de traitement, traiter les douleurs, prescrire un petit plan d'intervention, puis faire le suivi par la suite là, pour un rétablissement. Puis là, tu as fait le tour un peu des exemples que j'avais à vous donner par rapport au rôle des professionnels. C'est qu'on sait qu'effectivement, nos professionnels peuvent intervenir en présence de façon individualisée ou en groupe, mais ils peuvent le faire aussi à distance. Quand on parle de télépratique, c'est quelque chose qu'on utilise de plus en plus. Puis, il se pourrait, par exemple, que si vous avez un rendez-vous avec un professionnel du GMF à la salle, que ce soit un nutritionniste de Rouen, par exemple, qui fasse l'intervention à distance. Ça se fait très bien. Ça nous permet puis un peu de répondre aussi à le fait qu'on a beaucoup de pénurie de personnel, puis que c'est difficile. C'est que des fois, on va chercher certaines expertises, en fait, puis quand on a des faibles volumes, puis de pouvoir rassembler certaines activités sur 1, 2 ou 3 personnes. Dans le fond, ça nous permet, je dirais, une meilleure qualité de soins des fois parce que ça permet aux personnes d'être un peu plus spécialisées dans leur domaine. Ça évite aussi des déplacements pour les usagers. Autre chose aussi, puis ça, on a parlé de votre santé, tout ce qui est plateforme, site qu'on peut aller, dans le fond, pour aller chercher de l'information comme usager. Là, je pense que ça va prendre de plus en plus de place. Si vous allez sur le site du gouvernement du Québec, par exemple, il y a plein de choses qui existent, plein d'informations pour les usagers. Puis, il y a des exemples aussi au niveau santé mentale là, sur les autosoins qu'un usager peut lui-même aller chercher. Fait que ça, c'est quelque chose qui est bien intéressant et qui est en développement. Ce qu'on utilise aussi de plus en plus, c'est des capsules d'information. Par exemple, on filme, si on veut, ou on enregistre de la formation qu'on envoie par la suite à l'usager par courriel, qui peut visionner avant son premier rendez-vous avec le professionnel, ce qui fait en sorte que quand on arrive devant l'usager, on a déjà un petit bout de fait parce que l'usager, dans le fond, a entendu pour la première fois, dans le fond, ce qu'on enseigne habituellement à personne, là, on le fait enregistrer, puis on peut aller un peu plus loin, puis valider la compréhension de l'usager par rapport à ce qui a été dit. Ça aussi, c'est en développement. Puis on en a en nutrition, mais ce qui s'en vient aussi, c'est en physiothérapie. Là, on va en avoir de plus en plus. Trajectoire alternative, c'est important aussi de mentionner qu'il y a des professionnels qui travaillent hors établissement. Dr Boutet en a parlé un peu, là, mais on parle d'ostéopathes, optométristes, dentistes, chiropraticiens. Vous pourriez être référé vers ces professionnels-là. On n'en a pas dans notre établissement aussi, ça, mais on en a un peu partout, ils sont fort utiles. Puis, dans le fond, c'est complémentaire à ce qu'on peut offrir là, au CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. Lien aussi avec les services diagnostiques, hein, parce que la première ligne, dans le fond, les soins qu'on offre, je pense que c'est un travail d'équipe. Il y a plusieurs personnes qui y contribuent. Les services diagnostiques, c'est un exemple. Par exemple, l'imagerie médicale, mais aussi les laboratoires. Tout ce qu'on demande comme test va fournir de l'information aux médecins, va fournir de l'information professionnelle pour prendre des bonnes décisions, puis s'assurer d'avoir le bon plan de traitement pour l'usager. Fait que dans le fond, tout ce beau monde-là, on déroule les responsabilités différentes, mais c'est ce qui fait la différence. Puis, je vais finir un peu de la même façon que j'ai terminé avec ma présentation en imagerie. L'usager a aussi une responsabilité au niveau de sa santé. Soit c'est sur suivre le plan de traitement qu'on va lui donner, suivre les conseils pour les saines habitudes de vie, mais aussi être présent à ses rendez-vous. Puis ça peut être aussi se déplacer vers un autre centre là, qui n'est pas à proximité de son domicile. On vous parlait d'imagerie la dernière fois, dans le fond, d'aller chercher l'examen, où est-ce qu'il est disponible et rapidement. Comme ça, on s'assure comme usager qu'on accélère, dans le fond, sa prise en charge puis son rétablissement. Ça fait le tour. Sinon, après ça, c'est des références. Voilà.